Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis que, au-dessus de nos têtes, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu. Tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Bonsoir, bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette nouvelle nuit de la lecture. Je suis ravie de vous retrouver, parce que cette nuit de la lecture, c'est vraiment un moment magnifique qui nous permet de vous retrouver avec notre projet Reading Wild. Reading Wild, c'est un site internet, une communauté, avec Francesca Mantovani. Toute l'année, nous allons à la rencontre des artistes, écrivains, comédiens, musiciens, et nous les interrogeons sur leurs livres préférés, sur leur rapport à la lecture. Ces rencontres font l'objet d'une très belle exposition, Lecture Mon Amour, que vous avez peut-être pu apercevoir avant d'entrer dans cette salle. Exposition avec tous les portraits réalisés par Francesca, qui est donc photographe, et qui à chaque fois photographie chaque artiste avec son livre préféré. Alors ce soir, pour la nuit de la lecture, Olivier Chaudenson, directeur de la Maison de la Poésie, nous a proposé de transposer cette expérience sur la scène. Et donc vous allez pouvoir découvrir des artistes, des auteurs, Adélaïde Bon, Carole Fives, François-Henri Désérable, qui vont partager avec vous leur livre de chevet, avec notre questionnaire. Mais avant ça, nous allons accueillir Thibaut de Montalembert, que vous venez d'entendre vous lire un extrait de Sur la lecture de Marcel Proust. Alors Thibaut, c'est un fidèle de Reading Wild. Quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a dit « je lis tout le temps ». Et il le prouve bien avec ce magnifique livre qu'il vient de publier aux éditions de l'Observatoire, « Et le Verbe se fait chair », où il se dévoile et il se raconte à travers ses lectures. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Thibaut de Montalembert. Ça va ? Thibaut, bonsoir. Ça marche là. C'est là. Ouais, je crois. Celui-là, ça là. fonctionne. Voilà. Yes. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Sylvia. Merci d'être avec nous ce soir pour partager avec le public votre passion de la lecture et ce magnifique livre, vraiment, je le disais, que vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire. Magnifique de simplicité, de profondeur et de découverte par rapport à tous ces livres que vous partagez au fil des pages. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? D'abord, c'est une rencontre avec Muriel Beyer, qui est la patronne des éditions de l'Observatoire, que j'avais rencontrée à Nancy, au Salon du Livre de Nancy, où je faisais une lecture de Vernon Subutex de Virginie Despentes dans l'opéra de Nancy. Et on a dîné ensemble. Et puis, elle m'a dit, il faudrait que je vous voie à Paris. J'ai peut-être un truc à vous proposer. Bon, très bien. Donc, j'y suis allé. Et puis, elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre? Alors ça, je suis un peu tombé des nues parce qu'il y a un écrivain dans ma famille qui est mon frère, qui est Hugues. Et chacun était dans son précaré. Lui, c'était l'écriture, moi, c'était la scène, voilà. Et puis, j'ai réfléchi, et comme ça m'a fait très peur, je me suis dit, si ça me fait peur, c'est que c'est intéressant, il faut aller voir. Parce que je pense que quand on a peur de quelque chose, c'est là où on va apprendre, en fait. Et d'abord, parce qu'on apprend une chose, c'est que ce dont on a peur n'existe les trois quarts du temps pas du tout, autre part que dans sa propre tête.
et on découvre des territoires finalement qu'on n'osait pas aller voir. Donc je me suis dit ça, et puis je me suis dit aussi que c'était un moment dans ma vie qui était intéressant, où il était intéressant peut-être de faire cet exercice pour faire un peu le point, pour parler à mon fils d'abord, mais à travers mon fils à plein d'autres gens. Et vraiment, je pensais à des gens de son âge un peu, c'est-à-dire, effectivement, c'est vrai, il a 23 ans, et c'était un peu une manière de raconter, de me raconter, mais c'est surtout, plutôt que de me raconter, c'était de raconter une espèce de trajectoire de vie qui a commencé sans Internet, sans la télévision et avec les livres, donc qui a créé, qui m'a créé un autre imaginaire que le sien. Je ne dis pas qu'il est mieux, moins bien, etc. C'est autre chose. C'est un autre espace-temps d'imagination que celui de l'image. Donc voilà. Alors Thibaut, ce soir, on va découvrir un petit peu votre bibliothèque idéale. Et pour nous accompagner, Alexandre Geffen, il était là l'année dernière, c'est un fidèle lui aussi, directeur de recherche au CNRS, auteur, critique. Alexandre Geffen, bonsoir, je vois que vous êtes déjà parti. On va vous rejoindre tout de suite à la table. Et vous allez nous accompagner toute la soirée à la lumière de vos connaissances, au fil des découvertes et de ce que vont nous délivrer et nous livrer nos invités. Donc, peut-être pour commencer, Alexandre, on peut dire quelques mots sur cette lecture que nous a donnée Thibaut, de Marcel Proust. Quand on parle de lecture, on est à la nuit de la lecture. Marcel Proust, c'est pas un hasard. Marcel Proust a mythifié la lecture et il nous dit magnifiquement à quel point cette manière d'être au monde est une manière de se retirer du monde. C'est ce paradoxe assez extraordinaire qui est aussi celui de l'enfance et celui de la sagesse. La lecture est à la fois le retrait, le retour, la sensation d'enfance, les lieux de l'enfance et en même temps la très grande sagesse, celle d'être une personne, mais d'être aussi tous les personnages qu'on traverse à travers ces livres. Alors Thibaut, effectivement, votre livre, et le verbe se fait cher, démarre aussi sur cette évocation de Marcel Proust. Oui, alors, c'est bien que vous soyez là, parce que moi, je vais vous expliquer en fait une chose, c'est que je n'ai pas... je suis comédien, c'est-à-dire... Je fais un métier qui n'est surtout pas un métier de spécialisation. C'est plus c'est éclectique, mieux c'est, de mon point de vue. Donc, par rapport à la lecture, c'est exactement comme ça que ma vie s'est déroulée. J'ai vraiment sauté d'un livre à l'autre, d'un auteur à un autre, d'une découverte à une autre, et j'ai des énormes lacunes. Alors, Proust en est une, parce que j'ai lu sur la lecture, qui est un tout petit livre, en me disant, peut-être si je commence par celui-là, je vais pouvoir arriver à cela que j'ai commencé pendant des années, que je continue à commencer, et j'avance petit à petit, mais je ne suis pas arrivé au bout encore. J'en suis très loin. C'est pour ça la recherche du temps perdu. Oui, bien sûr. Je me souviens toujours du premier été où on lit pour la première fois la recherche du temps perdu. Ah, peut-être, oui. Alors, Thibaut, moins, du coup. Oui, voilà. Alors, avant la recherche, finalement, la découverte de la lecture, le premier contact, ça s'est fait quand et comment, Thibaut? Le premier contact, vraiment, c'est avant que je sache lire, c'est-à-dire c'est les histoires qu'on me racontait quand j'étais petit. Donc c'est les contes de Grimm, c'est les contes d'Andersen, etc. Notamment une vieille tante qui me lisait tous les soirs, avant de m'endormir, un conte, et ça reste ancré et gravé. Je vois cette vieille dame qui chaussait ses lunettes et qui lisait, elle n'était pas professionnelle, elle, évidemment, donc elle lisait avec son cœur, et il y avait une espèce d'application comme ça, mais elle rentrait dans l'histoire autant que moi, parce qu'elle me faisait voir les choses. Donc si elle me faisait voir les choses, c'est qu'elle les voyait elle-même. On ne peut pas montrer ce qu'on ne voit pas. Voilà, et puis elle m'a emmené là-dedans, et je m'endormais avec cet univers. J'ai essayé de faire la même chose avec mon fils d'ailleurs, mais ouais. Alors c'était Harry Potter. Je lui ai lu quand même tout Harry Potter avant le dîner, avant de dormir. Et il s'en souvient d'ailleurs. Ah oui. Oui, je pense, Alexandre, c'est important ces moments-là. Thibaut évoquait le visage de sa tante, etc. C'est un livre, c'est une autobiographie par ses livres, en fait. Ouais. C'est ça qui est merveilleux dans ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, l'existence, elle est moins faite d'événements, de rencontres, de deuil, etc., que de rencontres avec des livres. Et de ce point de vue-là, vous êtes
construit par vos lectures. Et je crois que vous le dites très bien. Et vous montrez comment l'acteur est à la fois quelqu'un qui se construit par les rôles, parce qu'il va comme ça habiter des personnages imaginaires, de la même manière que le lecteur est celui qui construit sa vie par les lectures qu'il traverse. Et vous parlez, je trouve formidablement, de tous ces récits un peu vite oubliés, et en fait qui sont au fond, qui sont le fond de notre personnalité. Alors vous parlez de l'imaginaire, Alexandre. C'est vrai que les premières découvertes, alors ce qui est très très joli dans votre livre, c'est de comprendre comme ça dans l'enfance que les maisons, qui sont les décors de vos lectures, le grenier, vous associez vraiment à chaque fois ces lieux de votre enfance à vos lectures. Mais je pense que peu importe l'endroit où on arrive, j'ai eu la chance d'arriver dans un endroit ou dans une famille, dans des familles où il y avait des maisons, des vieilles maisons, des maisons qui craquaient, qui sentaient le bois, qui sentaient le feu, et où il y avait des bibliothèques. Donc j'ai connu ça. Mais ceci dit, je pense que quel que soit l'endroit dans lequel on arrive, on est marqué au fer rouge par les lieux de son enfance. Et c'est ces lieux-là qui vont souvent déterminer et l'imaginaire de la suite, c'est-à-dire dans le sens où on va essayer de les retrouver si c'était heureux, ou dans le sens où on va essayer de les fuir si c'est malheureux. Mais on va se construire par rapport à ces endroits-là, de toute façon. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver dans des maisons où il y avait beaucoup de livres. C'était pas tellement... moi je suis le dernier d'une fratrie de 7, je suis vraiment je suis mayennais, ce qu'on dit dans mon pays, j'étais un raviso, non, c'est-à-dire un coup sur le tard, comme ça. Et il y a 9 ans d'écart entre l'avant-dernier et moi, ce qui fait que je me suis retrouvé assez vite seul avec mes parents, qui étaient quand même assez âgés, enfin pour moi en tout cas, et ils lisaient pas forcément énormément. Ils n'en parlaient pas beaucoup, mais il y avait ces bouquins. Et par contre, mes frères et sœurs, eux, en parlaient beaucoup. Donc ils me disaient toujours, tu verras, quand tu sauras lire, tu pourras lire telle chose, tu verras, tu liras tel auteur, c'est tellement génial. Et moi, je disais, oui, alors vraiment, j'ai envie d'y aller, quoi. Et alors, les auteurs que vous lisiez au grenier, c'était des romans d'aventure? C'était quoi les premiers voyages, les premières grandes lectures? Les premiers voyages, c'était... Alors, j'ai prenais ce qu'il y avait. Donc, il y avait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. La bibliothèque verte qui était donc les résumés, souvent les résumés des œuvres, c'était pas l'intégrale, mais il y avait Robinson Crusoe, il y avait le Bossu, Féval, il y avait Robin des Bois, bien sûr, qui a été... un espèce de personnage héroïque comme ça qui m'a accompagné. Mais j'adorais La Comtesse de Ségur, moi, Les Malheurs de Sophie, Les Mémoires d'un âne, etc. Je trouvais ça formidable. Cadichon, Sophie qui arrêtait pas de faire des conneries, je trouvais ça super. Enfin voilà, il y avait le général Dourakine aussi. Enfin, il y en avait plein comme ça, et c'était délicieux. En plus, ça parlait d'un monde qui n'existait plus, mais qui n'était pas si éloigné que ça. En tout cas, pas pour moi. Et alors, c'est peut-être aussi les premiers héros. Vous parlez d'Arsène Lupin. Il y a une anecdote que j'aime bien dans votre livre sur Arsène Lupin. C'est-à-dire que, voilà, un jour, j'avais 9 ans, je suis tombé sur mon premier Arsène Lupin. Je crois que c'était L'Aiguille creuse. Ah, puis alors ça a été une découverte et un choc. Et je me suis enquillé toute la collection, les uns derrière les autres. Et c'est devenu exactement comme quand on regarde Game of Thrones ou Peaky Blinders ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on vit par eux, dans eux, on pense à eux, on espère être eux. Et moi, je voulais être Arsène Lupin. Donc, dans ma chambre, il y avait un lampadaire que j'avais transformé en mannequin, que j'avais habillé, etc. Je passais des heures à m'entraîner, à lui piquer ce qu'il avait dans les poches, etc. et à devenir pickpocket. Je m'étais entraîné aussi à crocheter les serrures. Donc je rentrais chez moi, plus qu'avec des crochets d'ailleurs, j'ouvrais toutes les portes comme ça. Et jusqu'au jour où la télévision ayant finalement fait son apparition à la maison assez tard, on était en train de regarder quelque chose avec mes parents. Il y avait mon père qui était là, ma mère qui était là. Et à la fin de l'émission, je ne sais plus du tout ce que c'était, je leur ai rendu tout ce que je leur avais piqué. Mais j'avais quand même réussi à leur piquer la bague de fiançailles de ma mère, l'alliance de mon père. Quand on sait que ça fait un certain temps qu'on l'a, pour l'enlever sans qu'ils s'en rendent compte, il fallait être bon quand même. Voilà, donc j'étais devenu un peu Arsène Lupin. Ouais. Alors, vous parliez justement de vos parents un petit peu tout à l'heure. Vous disiez vous les trouviez un peu loin de vous, plus âgés. Vous dites dans votre livre, c'est pas votre père qui vous a transmis la lecture. Vous dites qu'il était plutôt taiseux. Oui. Oui, c'était...
Non, je pense que c'est plus mes frères et sœurs qui m'ont transmis la lecture. Mais c'est surtout la solitude qui m'a transmis la lecture, en fait. C'est-à-dire le besoin d'avoir des amis imaginaires, puisque j'étais asthmatique, donc pas de sport à l'école. Et quand on est à l'école, les enfants sont assez durs les uns avec les autres. Donc un petit garçon qui ne fait pas de sport, il est un peu ostracisé. Donc j'avais une nécessité absolue de me trouver un espace qui était le mien et dans lequel je puisse non seulement survivre, mais vivre, et dans lequel je puisse apprendre, rêver, et qui me donne la possibilité d'attraper le monde, en fait. Lire était vital. Oui, lire était vital, absolument vital. Absolument vital. Et vous lisez combien de livres par semaine, Il y a toujours un livre qui traîne. Voilà, il y en a toujours un qui traîne. Je lis pas autant que mon camarade Denis Podalides, qui lui est un stakhanoviste absolu. Mais je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup, tout le temps, en fait. Je ne faisais que ça, tellement que ça, d'ailleurs, qu'à l'école, il y avait sur mes carnets garçon charmant, mais absent. C'est parce que j'étais pas là, j'étais dans mon monde. Et alors, vous parliez des séries, des feuilletons, vous faisiez le parallèle avec la passion de la lecture dans l'enfance. Et il y a justement un livre feuilletonnant que vous adorez, dont vous parlez souvent, d'Eugène Sue. Oui, en fait, je l'ai fait, c'était pour Paris en toutes lettres, d'ailleurs, où j'ai fait cette lecture des mystères de Paris, que je connaissais avant d'en faire la lecture pour Paris en toutes lettres, mais j'ai fait cette lecture et ça a été un de mes grands souvenirs de lecture publique, parce que Eugène Sue écrivait en feuilleton. Donc, il y a cette espèce de côté haletant du feuilleton littéraire. C'était publié dans les journaux chaque semaine. Et il fallait tenir le lecteur en haleine, exactement comme pour les feuilletons à la télévision. Il ne faut pas perdre le public. Donc, quand vous lisez Eugène Sue, et c'est pour ça que moi je préfère Eugène Sue aux Misérables de Victor Hugo, même si c'est mieux écrit Victor Hugo que Eugène Sue. Mais il y a quelque chose qui est complètement... on est comme ça avec Eugène Sue. Et puis il y a tout ce qui est formidable à faire en lecture, c'est qu'il y a tous ces personnages, tous ces dialogues avec l'argot du Paris de l'époque, etc., enfin, qui est formidable. Alors, je l'annonçais en début de soirée, tout au long de notre conversation, on va découvrir des artistes et des auteurs qui vont répondre au questionnaire Reading Wild et nous dévoiler leurs livres de chevet. Alors, la première auteure qui vient nous rejoindre ce soir, c'est Adélaïde Bon. Adélaïde Bon, elle a sorti ce livre, La petite fille sur la banquise, dont on a beaucoup parlé, Alexandre, qui a touché beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant que je la rejoigne? C'est un livre qui montre un peu notre paradoxe de lecteur, puisque c'est un livre qui raconte un traumatisme, qui raconte une jeune fille qui se souvient d'avoir été violée à l'âge de 9 ans, qui raconte sa chute, qui raconte sa descente en enfer. Okay. Et ensuite qui raconte petit à petit sa progressive et difficile remontée à la vie et la manière dont elle se reconstruit au moment où son violeur est mis en procès. Et pourquoi c'est le paradoxe de la lecture? Parce que pourquoi, au fond, devrait-on s'intéresser au cas particulier d'une jeune fille qui a été violée et qui nous raconte la manière dont elle a pu tomber dans la drogue, dont elle a pu ne pas avoir une vie amoureuse tenable avant l'âge de 30 ans? Parce que je crois qu'on a besoin de ces drames, on a besoin de quelque chose qui est une sorte de catharsis. On a besoin, de la même manière qu'elle a besoin d'écrire pour aller mieux, on a besoin pour essayer de partager ces expériences difficiles, pour partager ce que peut être des difficultés qu'on n'a pas connues, de passer par la lecture. Et la lecture est un médiateur de l'expérience d'autrui et un médiateur dans lequel on a besoin, comme ça, d'aller dans tous les recoins du monde, y compris les recoins les plus sombres, y compris les recoins les moins fréquentables. Oui, vous en parliez beaucoup dans votre très beau livre, Réparer le monde, la littérature face au XXIe siècle. L'écriture, ça répare aussi. Il y a une mode assez extraordinaire de récits traumatiques. À côté du livre d'Adélaïde Bon, vous avez ceux d'Annie Ernaux ou ceux de Christine Angot sur le même thème, sur ce thème du viol, qui est absolument prégnant dans la littérature contemporaine et qui suscite des réactions de lecteurs. Les écrivains qui vont raconter ce type d'expérience reçoivent ensuite des dizaines de mails, des dizaines de lettres, parce que les lecteurs ont reconnu quelque chose d'eux, ont reconnu une part de quelque chose qu'ils avaient
enterrés, qu'ils avaient mis sous cloche, et ça les libère et ça leur fait du bien. Donc la littérature est absolument rédemptrice, elle est absolument réparatrice, non seulement pour celui qui écrit, mais aussi pour celui qui dit. Alors justement, je vais rejoindre Adélaïde, et c'est Adélaïde Bon, la lectrice qu'on reçoit ce soir. Adélaïde, mesdames et messieurs. Bonsoir. Adélaïde, bienvenue. Merci, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ici pour la Nuit de la Lecture à la Maison de la Poésie. Et j'ai hâte de découvrir les réponses que vous allez donner à notre questionnaire. Suspense. Alors Adélaïde, déjà la première question, c'est quelle lectrice êtes-vous ? Une lectrice irrégulière. J'ai des moments de frénésie de lecture, des moments d'accalmie, mais je dois lire entre 1 et 5 livres par semaine. Quand même. C'est l'accalmie C'est-à-dire, après, je suis devenue mère, donc là, l'accalmie a été longue. Maintenant, il a 5 ans et demi, ça va mieux, j'ai pu m'y remettre un peu. Mais en tout cas, pas moins de 1, oui. Et parfois plus. Parfois 6, parfois plus. Ouais. C'est génial. Alors, pour vous, lire, c'est ? C'est tomber, c'est s'effondrer quelque part qu'on ne connaît pas, où plus rien ne nous appartient que des mots en commun avec celui ou celle qu'on lit. C'est une expérience, je trouve, extrêmement physique, la lecture. Moi, il peut se passer plein de choses autour de moi pendant que je lis. Je n'entends rien, je suis complètement transportée ailleurs, dans un autre lieu, en un autre espace. Et il y a vraiment cette espèce de vertige intérieur. C'est pour ça que j'aime bien cette image de tomber, c'est que c'est un effondrement intérieur dans le monde d'un autre ou d'une autre, pour quelque chose comme ça. Alors je posais la question à Thibaut, le premier contact avec les livres, les premiers souvenirs pour vous ? Alors j'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup de livres. Ma mère était éditrice jeunesse, donc j'étais entourée de beaucoup de très bons livres, et mes parents sont des très gros lecteurs. Et du coup, j'ai lu la littérature jeunesse anglaise, voilà, C.S. Lewis, Tolkien, Burgess, Garfield, voilà, tous ces auteurs-là, J.K. Rowling. Et c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte en réfléchissant au questionnaire qu'en fait, j'avais lu que des Anglais et quasiment que des mecs. Voilà. Vous vous êtes bien rattrapé après. Oui. Pour la littérature. Le premier livre qui vous a marqué, et pourquoi ? Alors, quand j'avais 11 ou 12 ans, j'ai lu Les Misérables. Et il y a un chapitre où Victor Hugo raconte que si on utilisait tous les déchets qui passent par les égouts de Paris pour permettre de mettre de l'engrais dans nos campagnes, eh bien, les cultures iraient beaucoup mieux et que ce serait une manière assez... Voilà. Parce que parfois, Hugo fait des grosses digressions assez techniques sur des points de société ou voilà. Et moi, ce chapitre-là m'a bouleversée et je n'avais pas idée de pourquoi ça me bouleversait, et je l'ai lu 50 fois sans comprendre bien pourquoi tout d'un coup j'avais une passion pour les égouts de Paris, et je l'ai compris des années plus tard, mais ça m'a réconciliée avec une partie de moi qu'à l'époque certainement avec une sensation de moi que je ne comprenais pas, que je ne mettais pas en mots, et c'est ça que je trouve d'ailleurs incroyable dans la lecture, c'est que la rencontre est jamais là où on l'attend. Parfois, on lit des livres, on se dit « je suis sûre que je vais adorer, j'ai adoré le 4e de couverture » et il ne se passe rien. Et puis parfois, on lit un livre parce qu'on nous l'a offert et qu'on revoit la personne dans 3 jours et que donc il faut vite le lire parce que... voilà, et on n'avait pas envie, mais bon, et tout d'un coup... C'est une révélation. Voilà, ouais, j'adore ça, qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on ouvre quand on ouvre un livre. C'est la surprise à chaque fois. Le premier auteur que vous avez adoré, que vous avez aimé ? Roald Dahl. Un anglais. Un anglais, voilà. Roald Dahl, c'était mon meilleur ami quand j'étais mon enfant. Les adultes sont atroces, incompétents, méchants, vulgaires. C'est une catastrophe. Et les enfants sont merveilleusement
drôle, intelligent, malin, débrouillard. J'ai adoré Roald Dahl. J'ai tout lu 50 fois quand j'étais petite. Ah, j'ai adoré. Et j'ai découvert à 15 ans ces nouvelles pour adultes que j'ai aimées autant. Ah ouais, pour moi, c'est vraiment un grand monsieur de la littérature. Et donc, vous le relisez encore? Ben, là, ça fait longtemps, mais bientôt, je vais pouvoir le lire à mon fils, alors ça va revenir. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit tout de suite dans l'acte de lire? Vous parliez de tomber tout à l'heure. Moi, je crois que ce que j'aime, c'est qu'il n'y a plus rien de moi quand je lis. Il n'y a plus qu'un petit tas de vêtements sur un lit, parce que souvent, je lis au lit, et que moi, je suis complètement ailleurs. Et que, voilà, ça... Être plus qu'un petit tas de vêtements, être totalement télétransporté, c'est quand même absolument magique. Mais d'ailleurs, je pense que la littérature, c'est de la sorcellerie, réellement. Vous nous disiez sur Harry Potter. Alors, le premier livre qui vous a parlé d'amour? Belle du Seigneur, comme beaucoup d'adolescentes, notamment la première scène d'amour entre eux, que j'ai lu 1000 fois. Ouais. Au début, deux inconnus soudain se rencontrant, langues en labeur, langues téméraires, langues jamais rassasiées, à ce grand passage sublime que je connaissais par cœur et que je me disais à moi-même en marchant dans la rue quand j'étais ado. Ça, oui. Oui, j'allais dire, vous aviez quel âge? C'était l'adolescence. Ouais, 15 ans. Le livre que vous aimez offrir? L'art de la joie, de Goliarda Sapienza. Bon, parce que c'est une fresque, c'est l'histoire d'une femme pendant presque 50 ans de sa vie, il me semble, qui retrace aussi toute l'histoire de l'Italie, mais c'est surtout un personnage de femme d'une puissance extraordinaire. Et cette femme modeste, parce qu'après je crois qu'on est tous un peu des maisons hantées, on est habité par tous les personnages qu'on a rencontrés dans les livres, on est habité par les auteurs qu'on a lus, on n'est jamais complètement seul une fois qu'on lit. Et moi, Modesta, elle m'a vraiment aidée à plein de moments de ma vie. C'est vraiment une femme sur qui je peux compter. Et donc, l'offrir, pour moi, c'est offrir cette compagne de route. Voilà. Et vous dites cette chose très jolie, c'est que vous seriez triste d'imaginer finalement voir un ami partir sans lui avoir offert ce livre et lui avoir donné à lire. Qu'elle n'ait pas connu Modesta, ce serait vraiment trop triste. Voilà. C'est comme on a une super amie et on ne veut pas la présenter. Voilà, c'est absurde. Alors Adélaïde, le livre que vous avez le plus relu, et pourquoi? Alors, j'ai hésité avant de répondre à cette question. Est-ce que je vais dire c'est la recherche du temps perdu? On en parlait tout à l'heure. Mais non, moi j'ai lu le plus dans ma vie Harry Potter. J'avais 16 ans quand le premier tome est paru. Quand le deuxième tome est paru, c'est le premier livre que j'ai lu en anglais, en entier. Et je l'ai lu des tas et des tas de fois. J'ai jamais autant pleuré qu'à la mort de Dumbledore. Et je peux relire plein de fois la mort de Dumbledore. J'ai beaucoup plus pleuré à la mort de Dumbledore qu'à l'enterrement de mon grand-père. Voilà, il y a des choses comme ça. Alors par contre, j'ai un très grand regret, c'est que je n'aurais jamais dû regarder les films. Parce que ça m'a beaucoup contaminé. L'imaginaire incroyable que j'avais sur cette saga. Et du coup, quand je l'ai presque plus relu depuis la sortie des films, parce qu'à chaque fois que je le lis, mes personnages ont disparu. Et c'est ceux de la directrice de casting qui apparaissent. Et alors, c'est vraiment décevant. Ça ne correspond pas. Oui, puis c'est moins riche. Enfin, voilà. Ça a un peu contaminé ma lecture. Alors, est-ce qu'il y a un livre que vous emmèneriez partout avec vous? Alors, il y en a un que j'emmène partout avec moi, qui est Verger, de Rilke, qui est une série de poèmes qu'il a écrits en français, et qui sont chacun... tout à l'heure, je parlais de sorcellerie, mais alors vraiment, là, c'est une quintessence... c'est une écriture que je trouve absolument parfaite, en tout. On va en reparler un petit peu de Rilke au cours de la soirée. Alors, je vous ai demandé s'il y avait une citation d'un livre. Oui, alors vous aimez tout particulièrement. Est-ce que voilà. Je vois que vous avez fait la. Oui, je l'ai prise parce que je voulais pas trahir Virginia Woolf parce que quand même ce Donc serait. Donc c'est Virginia Woolf. Tout à fait. C'est un passage de Mrs. Dalloway que j'ai lu quand j'étais assez jeune, je pense vers 20 ou 21 ans, que j'ai recopié dans mon agenda à l'époque, puis dans mes carnets, puis qui
qui s'est recopié d'agenda en carnet, en post-it, voilà, et qui est toujours aujourd'hui sur mon bureau. Voilà. On vous écoute. Elle s'énervait, pourtant, de sentir ce monstre, cette brute, remuer en elle, de sentir dans son âme, au profond de cette forêt encombrée de feuilles, des griffes se planter et d'entendre des rameaux craquer. Jamais n'être tout à fait contente, tout à fait tranquille. À tout moment, le monstre, cette horreur, pouvait bouger. Pour moi, ça, c'est être humain. Bravo, merci. Merci Adélaïde. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas fini. Oui, non, le chef-d'œuvre que vous aimeriez relire pour la première fois. Ah oui, Le ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras, que j'ai lu quand je devais avoir 21 ans, que j'ai essayé de relire plusieurs fois et que j'ai arrêté à la 2e page à chaque fois, parce qu'en fait, le saisissement qui m'a pris en le lisant la première fois était tellement fort que j'aurais peur d'en penser autre chose. C'est un livre qui parle d'un instant. Il se passe... Une femme est au casino avec son amoureux, une autre femme arrive, l'amoureux et la femme se regardent, dansent ensemble et c'est la fin du couple. Et donc c'est tout un vertige d'écriture autour d'un instant qui dure peut-être 15 secondes. Et c'est incroyable. Et alors vraiment, j'ai très peur. Je ne sais pas si ça vous fait ça parfois, mais il y a des livres comme ça. J'ai peur de plus ressentir cette chose si forte qui m'a saisie en le lisant la première fois que j'ai jamais réussi à le reprendre. Ouais. Alors, le personnage romanesque dont vous auriez pu tomber amoureuse. Bon, là aussi, il va falloir être honnête. Et donc, voilà. Et donc, j'avais 16 ans, et bien sûr, c'était Aragorn dans Le silence des Seigneurs des Anneaux de Tolkien. Voilà. Et d'ailleurs, je rougis. Enfin, c'est incroyable. Oui, je le vois. Ouais. Aragorn, c'est pour moi, je pense, l'idéal absolu du masculin. J'avais très peur aussi de voir le film. C'est ce que j'allais dire pour le coup. Oui, exactement. J'avoue que Viggo Mortensen ne m'a pas déçue. Il était pas mal aussi. Bah oui. Voilà, mais oui. Et je pense que je suis encore secrètement amoureuse d'Aragorn, concrètement. Enfin, mon mari est dans la salle, mais qu'il ne s'inquiète pas. Je veux dire, c'est un personnage de papier. Mais voilà. On salue Eric. Ouais. Alors, votre titre de livre préféré? La femme gelée, d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, je l'ai découverte complètement par hasard, alors que, bon, elle est quand même tellement célèbre, mais un jour, dans une librairie, j'ai lu ce titre. Et j'ai trouvé ce titre magnifique, et j'ai acheté le livre pour le titre. Pour le titre. Et donc, du coup, j'ai découvert Annie Ernaux, qui est vraiment, pour moi, une maîtresse femme d'écriture, quoi. Enfin, voilà, je ne sais même pas comment dire ça. Un socle, un fondement de mon écriture, de ma relation à l'écriture, de plein de choses. Et en répondant au questionnaire, c'est le premier titre auquel j'ai pensé, parce que je me rappelle très précisément de l'émotion qui m'a saisie dans cette librairie à ce moment-là, quand j'ai lu La femme gelée de cette Annie Ernaux que je ne connaissais pas. Et après, voilà, je me suis dit, dis donc, de la petite fille sur la banquise à la femme gelée, il y avait quand même une espèce de filiation, quoi. C'était une rencontre. Il y a aussi, je crois, des livres qu'on se doit de lire, des mains qu'on saisit à des moments de la vie. On ne sait pas très bien pourquoi, mais tout d'un coup, on les saisit et elles deviennent indispensables après. Donc Annie Ernaux, c'est vraiment une main que j'ai saisie. Et ça se ressent dans votre écriture aussi. Selon vous, en quoi les livres sont-ils essentiels dans nos vies et dans notre société? On est là pour fêter la lecture. Alors ça, c'est une question, c'est une grande question à laquelle on pourrait dire c'est essentiel pour vivre, parce que moi, je ne sais pas vivre sans, en tout cas. Je rencontre des gens qui vivent sans, mais je ne sais pas très bien comment ils font. Moi, je serais très handicapée sans le livre, dans le sens où j'aurais du mal à... ça m'apprend à comprendre les autres, à découvrir des manières de penser tellement éloignées de la mienne,
à aller explorer des choses en moi dont je ne connaissais pas l'existence, à comprendre aussi le monde qui m'entoure et sa complexité et son équivoque et ses ramifications, hein, et comment l'histoire nous traverse tous. Voilà. Je ne sais pas comment répondre à cette question, c'est essentiel en fait. Ouais. Après, parce qu'un de mes différents métiers, c'est de donner envie de lire à des enfants en difficulté à travers la lecture à voix haute. Et c'est si difficile de transmettre la cabane magique, c'est-à-dire de passer de la lecture obligatoire en classe à cette dépossession, ce moment où tout d'un coup on s'abandonne à un auteur, à une histoire, voilà, ça pour moi c'est très très important de transmettre cette chose-là et parfois je n'y arrive pas et c'est très triste. Alors vous parliez de cabane magique. Je vous ai demandé si vous aviez le souvenir d'une situation de lecture heureuse à partager avec nous. Alors j'en aurais plein, mais je vais prendre une récente. J'ai eu la chance d'aller en Islande pendant les vacances de Noël. Là. Et un soir, on dormait sur une île qui est un volcan en activité. Donc ça, c'est déjà quand même très particulier. Et je lisais, quand je vais dans un pays étranger, je lis toujours les auteurs du pays, parce que c'est l'occasion aussi de rencontrer le pays d'une autre manière. Et donc, je lisais un polar d'Edry Hudson. Et c'était la nuit, noire, parce qu'en Islande, c'est pas l'année, ça, on s'en est rendu compte sur place, il n'y a que 4 heures de jour. Bon. Il y avait un vent hallucinant. Mon mari et mon fils dormaient. Il y avait ce volcan sous le lit. Et je lisais cette histoire assez glauque. Et en même temps, parce qu'Edry Hudson, c'est des polars où il ne se passe pas grand-chose, où c'est vraiment beaucoup des atmosphères. C'était grisant, c'était génial. Ouais. Bon. Et alors, le questionnaire se termine par un petit système de prescription littéraire, un peu comme des remèdes. Alors, docteur Adélaïde, le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Le livre de Dina, de Björk Wassmo. Si on peut, l'acheter en... Alors, je précise mon ordonnance. L'acheter dans les anciennes collections Gaïa qui étaient sur papier rose, parce que ça donnait un supplément d'âme à la lecture. Le livre antidépresseur. Qu'est-ce que j'ai mis déjà dans le livre antidépresseur Oui, je me souviens plus ce que j'avais dit. C'est Camus. Ah bah oui. Mais ça peut changer. Non, mais si. C'était très bien. Mais c'était Camus quand vous... Voilà. C'est Noces de Camus, que je lis très souvent, pour le coup. C'est vraiment un texte que je lis très souvent et qui est le plus beau texte qu'on a écrit sur le soleil, je pense. Et l'ensoleillement, ouais. Et la beauté physique. Le livre réparateur. Alors, un livre réparateur... il me semble que j'avais dit Moi, Tituba, sorcière. Absolument. Parce que moi, ça, c'est un livre de Maryse Condé, que j'ai lu il y a un bout de temps et qui m'a permis de remettre beaucoup de choses en place par rapport à être une femme, à être une femme blanche dans cette société occidentale, à repenser l'histoire de l'esclavagisme, etc. C'est un livre qui a réparé beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Alors, le livre pour amuser la libido. Il n'y en a qu'un pour moi. C'est Thérèse et Isabelle de Violette Leduc, qui est un tout petit bijou. Oui, c'est un texte qui a été censuré. C'est normal, parce que je pense que... après, je sais sûrement que mes camarades vont sortir d'autres titres et tout ça, mais moi, c'est le livre je ne peux même pas en parler de ce livre, mais c'est vraiment un livre. On ira le lire. Voilà. C'est merveilleusement beau et c'est merveilleusement excitant. Thibaut a l'air d'accord. Hein. Voilà. Il faut lire Thérèse et Isabelle. Je pense que c'est... sur la sexualité, j'ai jamais rien lu de tel. C'est tellement beau. C'est super. Bonne soirée. Oui. À venir. Et votre coup de cœur du moment? Alors, je viens de terminer L'écriture et la vie de Laurence Tardieu, que m'a prêté une amie qui est d'ailleurs quelque part dans cette salle. Donc moi, je suis dans un truc qui est très très banal et commun, qui s'appelle Les Affres du 2e.
qu'est-ce qu'on écrit après avoir écrit un premier, qu'est-ce qu'on écrit au XXIe siècle quand on va tous mourir dans une guerre mondiale dans 30 ans, tout ça, tout ça. Et donc, elle m'a conseillé de lire ce livre. Laurence Sardou, c'est une auteure que j'aime beaucoup, par ailleurs. Et c'est une espèce de merveille, justement, sur ce vertige de l'écriture, quand on ne sait plus par où écrire, par comment on écrit. Moi, en plus, mon livre était une telle nécessité que je ne me suis posé aucune question. Il y avait... voilà, la nécessité de l'écrire s'est construite pendant 27 ans, et puis à un moment donné, c'était le moment, et voilà. Là, c'est plus compliqué. Ouais. Et c'est un livre qui est extrêmement beau sur ce vertige-là, de retrouver par où dire, par où se dire, qu'est-ce qu'on a encore à dire, tout ça. Alors Adélaïde, en préparant cette soirée, je vous ai demandé quel texte vous auriez envie de partager avec nous, en lecture à voix haute. Alors, vous aviez plein d'idées, et vous allez nous faire aussi un joli cadeau en deuxième partie de soirée. Mais là, vous avez choisi quel texte pour conclure notre justement, questionnaire ? Je vous disais que j'emmenais souvent Verger de Rilke avec moi. Et des textes qui composent ce recueil de poèmes, il y en a un que je lis tout le temps. Donc c'est celui-là que je voulais vous donner ce soir. Eh bien, on vous écoute. Alors, je mets debout parce qu'en fait, j'aime pas lire assise. Voilà. Je peux rester ou vous voulez que... Non, il n'y a pas de problème. Ce soir, quelque chose dans l'air a passé qui fait pencher la tête. On voudrait prier pour les prisonniers dont la vie s'arrête et on pense à la vie arrêtée, à la vie qui ne bouge plus vers la mort et d'où l'avenir est absent, où il faut être inutilement fort et triste, inutilement, où tous les jours piétinent sur place, où toutes les nuits tombent dans l'abîme, et où la conscience de l'enfance intime à ce point s'efface qu'on a le cœur trop vieux pour penser à un enfant. Ce n'est pas tant que la vie soit hostile, mais on lui ment, enfermé dans le bloc d'un sort immobile. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors. Non, c'est formidable ça. Plus grand chose à dire un peu. On va manger, on va boire un coup. Alexandre, ce partage avec Adélaïde, qu'est-ce que ça vous... Quelle joie pour un texte aussi difficile. Quelle extraordinaire manière d'habiter le monde avec tous ces textes pour quelqu'un dont la vie a été si marquée, si abîmée, nous raconte-t-elle. Je crois qu'il y a un joli paradoxe et une belle leçon de vie. Et beaucoup d'émotions, un partage. Oui. Non, mais je réfléchis parce que... oui, mais c'est bien. Ce qu'elle disait au départ, elle lisait 5 ou 7 livres. Je me disais, oh là là, mais moi, je lis pas du tout autant que ça. Comment est-ce que j'ai eu le culot d'écrire un bouquin sur la littérature ? Franchement, c'est quand même gonflé, quoi. Mais c'est vrai que... Et alors, du coup, ça me faisait réfléchir à quel était, moi, mon rapport à la littérature. C'est vrai que la littérature m'a permis de survivre quand j'étais enfant, adolescent, de quelque part de recoller un peu au monde. Et puis après, il y a eu quelque chose qui a pris le pas sur ça, qui était lié, qui était le théâtre. Oui. Et que, du coup, le théâtre m'a ouvert le monde, enfin, m'a mis en prise avec le monde, avec les gens, avec la chair, avec la matière, avec le goût de dire, voilà. Mais comme le théâtre, c'est quand même une partie de la littérature, il y a toujours ce besoin. C'est-à-dire, chaque rôle me permet de rencontrer plein de choses. Parce que je me nourris, je vais nourrir mon personnage en piochant le plus large possible. Si je vais jouer, je ne sais pas moi, Horatio par exemple, dans Hamlet, je vais aller écouter de la musique de l'époque, je vais aller essayer de lire ce que les auteurs qui sont autour de Shakespeare, je vais lire les autres pièces de Shakespeare, je vais aller voir la peinture, je vais aller voir... Et tout, mais
tout ça dans le but de redonner quelque chose. Et en fait, il y a cette espèce comme ça, de permanent aller-retour entre la lecture pour moi, la nourriture pour moi, et la nécessité absolument ensuite de retourner vers le monde, quoi, de retourner vers le monde, oui. Et parfois des indigestions de lecture aussi, de plus pouvoir voir de livres. Bon, ça ne dure pas très longtemps. Ça se traduit comment, l'indigestion? L'indigestion de livres, en général, se traduit chez moi par un grand désir de faire la cuisine et de me taper d'autres indigestions. Alors, on a écouté Rilke et Thibaut, je sais que vous êtes très touché par des lectures qui se portent sur la spiritualité. Et très tôt, vous avez découvert des textes et un des premiers, c'est Le Petit Prince. Oui, alors Le Petit Prince, qui est une espèce de scie littéraire quand même. Ouais. Bon, alors on me donne ce livre, enfant, on me le donne en audio-livre. D'ailleurs, je me demande si c'était pas la voix de Gérard Philippe qui avait fait ça. Je ne sais plus qui avait fait ça. Mais bon, j'écoutais ça, je le lisais, et puis dans cette espèce de culot qu'on peut avoir quand on est un peu adolescent, je me suis dit, je vais faire une analyse du Petit Prince, parce que, évidemment, tout le monde me dit qu'il y a autre chose derrière le texte, donc je vais réfléchir, et je vais aller chercher ce qu'il y a derrière le texte du Petit Prince. J'ai commencé à écrire, j'ai retrouvé d'ailleurs, c'était terrifiant, ce que je pouvais écrire là-dessus. Et un jour, mon frère, qui revenait de je ne sais pas où, d'un voyage qu'il avait été faire, me voit faire ça. Il me dit, oui, c'est très bien Le Petit Prince, mais il faudrait surtout que tu lises Siddhartha d'Hermann Hesse. Ah, bon, ok. Et je suis tombé dans Siddhartha. Alors évidemment, après, j'ai lu tous les autres. Et dont Narcisse et Goldmund. Parce que c'est vrai qu'avant d'être comédien, j'ai voulu être curé, que je suis rentré au monastère, et que cette histoire-là me travaillait depuis que j'étais petit. Moi, je voulais faire deux choses. Je voulais être curé ou acteur, c'était l'un ou l'autre. Enfin, curé, plus exactement, missionnaire, parce que quand même, voyager, voilà. Mais il y avait, en dehors de tout l'aspect un peu comme ça, il y avait quand même disons, ce que moi j'appelle une inquiétude métaphysique, qui pouvait m'être donnée par ma très chère mère, oui, et par mon entourage, etc. Sûrement, mais pas que. Il y avait quelque chose qui m'appartenait profondément. Et c'est vrai qu'en lisant Siddhartha, l'histoire de ce prince, qui est l'histoire de Bouddha, en fait, un peu, enfin d'une certaine manière, oui, ça m'a beaucoup, oui, ça m'a beaucoup frappé, d'abord parce que ça sortait du catéchisme, ça sortait de la vie des saints occidentale, de cette vision théologique et spirituelle de l'Église catholique et romaine. On était ailleurs, dans un autre monde où tout d'un coup, je me disais, ah oui, mais alors il y a une autre façon de percevoir la totalité, de percevoir ce que maintenant je pourrais appeler la source, qu'on peut appeler Dieu, l'être, ce qu'on veut, peu importe. Cette espèce de présence. Voilà. Donc ça a été le début d'un autre chemin, en fait. Et à propos de Rilke, c'est votre belle-sœur, je crois, qui vous l'a fait découvrir. Absolument, qui m'a offert les lettres à un jeune poète. Ouais. Bon, qui était... et que j'ai vous aviez quel âge? Je devais avoir 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, après, j'ai lu d'autres choses, mais bizarrement, j'ai pas lu... j'ai lu certains, évidemment, de ses poèmes, mais par exemple, j'ai lu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu toute sa correspondance, qui est quand même un truc énorme, mais je suis rentré dans cette correspondance, et à l'époque, ça me fascinait. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais ça me fascinait. Il y avait peut-être son rapport avec les femmes aussi, peut-être... je ne sais pas, il y avait quelque chose, le parfum d'un monde qui était en train de mourir aussi. Ce que moi, je vivais, d'une certaine manière, dans ma famille, dans mon enfance, qui se rattachait plus au 19e qu'au 20e. Et il y avait un monde comme ça qui finissait. Alors peut-être c'est ça, je ne sais pas. Mais... Et alors sur l'amour et sur une des lettres à un jeune poète, vous dites cette chose très belle dans votre livre, vous dites « J'ai dû avoir passé la cinquantaine pour que ce passage prenne tout son sens. Chaque amour que j'ai traversé m'a permis de creuser, de bâtir en moi un espace où j'ai finalement pu accueillir celle qui a fait de moi l'élu que j'appelle le large. » On apprend aussi à aimer à travers les livres?
Oui, c'est-à-dire que ça crée... ce que disait très bien tout à l'heure Adélaïde, c'est qu'on on fait des rencontres, comme dans la vie avec les personnes, avec les livres, auxquels on ne s'attend pas. Effectivement, moi aussi, Annie Ernaux, par exemple, je l'ai découverte, mais il y a 2 mois. Et je suis tombé dedans avec absolument ravissement, passion, parce que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui... Voilà, ce sont des gens comme Rilke, c'est pareil, pour qui l'écriture est une religion. C'est-à-dire, c'est même pas une religion, c'est une mystique. Chez Rilke, chez Annie Ernaux, etc., chez des auteurs comme ça, l'écriture est une mystique. C'est-à-dire que c'est un chemin de vie absolu. Un chemin de vie qui passe par la forme aussi. C'est ça qui est intéressant chez Rilke et chez Ernaux, c'est que vraiment, la forme, elle est révélatrice du fond. Et bon, quand on tombe sur des livres comme ça, quelquefois, ça vous raconte quelque chose juste à ce moment-là, sur vous, sur ce que vous êtes en train de traverser. Et là, par exemple, pour cette lettre de Rilke, c'est vrai qu'en la relisant, je me disais, ben voilà, en fait, il y a comme une espèce de, pas de boucle, mais comme je comprends totalement aujourd'hui ce qu'il dit par rapport à ça, par rapport à cette chose qu'est l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour, quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est ce mystère de l'amour? Comment est-ce qu'on l'approche? Comment ça s'incarne? Je pense que... moi, je pense qu'on est là. On est là pas par hasard. Bon, indépendamment du fait que j'ai une... Est-ce que j'ai la foi? Je ne sais pas si j'ai la foi, mais je ne pense pas que les choses s'arrêtent à la mort, ça c'est certain. Je pense qu'il y a autre chose après. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il y a autre chose après. Je pense que nous sommes ici, tous, les uns et les autres, pour réaliser la transfiguration, en fait. Nous sommes appelés à transformer la matière en lumière. Voilà. Et je pense que Rilke, quand il parle de l'amour, il parle de ça, exactement. Alors, vous allez nous faire un joli cadeau en nous lisant la lettre numéro 7, justement, de Rilke. Donc, on va vous écouter, Thibaut, et après, je vais accueillir Carole Five pour un questionnaire. On écoute Thibaut de Montalembert, la lettre 7, un jeune poète. Moi, je suis aussi pareil, il faut que je lise debout, parce que sinon... Rome, le 14 mai 1904. Mon cher monsieur Capus, un long temps s'est écoulé depuis votre dernière lettre, ne m'en veuillez pas. Travail, soucis quotidiens, malaise m'ont empêché de vous écrire. Et je tenais à ce que ma réponse vous vînt de jours calmes et bons. L'avant-printemps, avec ses vilaines sautes d'humeur, a été ici fortement ressenti. Aujourd'hui, je me sens un peu mieux et je viens, cher monsieur Capus, vous saluer et vous dire de mon mieux, je le fais de tout cœur, diverses choses à propos de votre dernière lettre. Vous voyez, j'ai copié votre sonnet parce que je l'ai trouvé beau et simple et né dans une forme qui lui permet de se mouvoir avec une calme décence. De tous les vers que j'ai lus de vous, ce sont les meilleurs. Je vous offre cette copie, sachant combien il est important et plein d'enseignements de retrouver son propre travail dans une écriture étrangère. Lisez ces vers comme s'ils étaient d'un autre, et vous sentirez tout au fond de vous-même combien ils sont à vous. Ce m'a été une joie de relire souvent ce sonnet et votre lettre. Je vous remercie de l'un et de l'autre. Ne vous laissez pas troubler dans votre solitude parce que vous sentez en vous des velléités d'en sortir. Ces tentations doivent même vous aider si vous les utilisez dans le calme et la réflexion comme un instrument pour étendre votre solitude à un pays plus riche encore et plus vaste. Les hommes ont pour toute chose des solutions faciles, conventionnelles, les plus faciles des solutions faciles.
Il est pourtant clair que nous devons nous tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient. Chaque être se développe et se défend selon son mode et tire de lui-même cette forme unique qui est son propre à tout prix et contre tout obstacle. Nous savons peu de choses, mais qu'il faille nous tenir au difficile, c'est là une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de nous y tenir. Il est bon aussi d'aimer, car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun de nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes, l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. C'est pour cela que les êtres jeunes, neufs en toutes choses, ne savent pas encore aimer. Ils doivent apprendre. De toutes les forces de leur être, concentrés dans leur cœur qui bat anxieux et solitaire, ils apprennent à aimer. Tout apprentissage est un temps de clôture. Ainsi, pour celui qui aime, l'amour n'est longtemps et jusqu'au large de la vie que solitude, solitude toujours plus intense et plus profonde. L'amour, ce n'est pas dès l'abord se donner, s'unir à un autre, que serait l'union de deux êtres encore imprécis, inachevés, dépendants. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans limite qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large. Dans l'amour, quand il se présente, ce n'est que l'obligation de travailler à eux-mêmes que les êtres jeunes devraient voir. Se perdre dans un autre, se donner à un autre, toutes les façons de s'unir ne sont pas encore pour eux. Il leur faut d'abord thésauriser longtemps, accumuler beaucoup. Le don de soi-même est un achèvement. L'homme en est peut-être encore incapable. Là est l'erreur si fréquente et si grave des jeunes. Ils se précipitent l'un vers l'autre quand l'amour fond sur eux, car il est dans leur nature de ne pas savoir attendre. Ils se déversent alors que leur âme n'est qu'ébauche, trouble et désordre. Mais quoi ? Que peut faire la vie de cet enchevêtrement de matériaux gâchés qu'ils appellent leur union et qu'ils voudraient même appeler leur bonheur ? Et quel lendemain ? Chacun se perd lui-même pour l'amour de l'autre, et perd l'autre aussi, et tous ceux qui auraient pu venir encore. Et chacun perd le sens du large et les moyens de le gagner. Chacun échange les va-et-vient des choses du silence, plein de promesses, contre un désarroi stérile d'où ne peuvent sortir que dégoût, pauvreté, désillusion. Il ne lui reste plus qu'à trouver un refuge dans une de ces multiples conventions qui s'élèvent partout, comme des abris le long d'un chemin périlleux. Nulle région humaine n'est aussi riche de conventions que celle-là. Canaux, bouées, ceintures de sauvetage, la société offre là tous les moyens d'échapper. Enclins à ne voir dans l'amour qu'un plaisir, les hommes l'ont rendu d'accès facile, bon marché, sans risque, comme un plaisir de foire. Combien d'êtres jeunes ne savent pas aimer? Combien se bornent à se livrer comme on le fait couramment? Bien sûr, la moyenne en restera toujours là. Et qui ploient sous leurs erreurs. Ils cherchent par leurs propres moyens à rendre vivable et fécond l'état dans lequel ils sont tombés. Leur nature leur dit bien que les choses de l'amour, moins encore que d'autres, importantes aussi, ne peuvent être résolues suivant tel ou tel principe, valant dans tous les cas. Ils sentent bien que c'est là une question qui se pose d'être à être et qu'il y faut pour chaque cas une réponse unique, étroitement personnelle. Mais comment, s'ils se sont déjà confondus dans la précipitation de leur étreinte, s'ils ont perdu leur propre, trouveraient-ils en eux-mêmes un chemin pour échapper à cet abîme ou assombrer leur solitude? Ils agissent à l'aveugle l'un et l'autre. Ils usent leur meilleur vouloir à ce pour tomber dans des conventions moins voyantes, certes, mais tout autant mortelles. C'est qu'il n'est à leur portée que des conventions.
Tout ce qui vient de ces unions troubles, qui doivent leur confusion à la hâte, ne peut être que convention. Les rapports qui naissent de telles erreurs portent un compromis en eux-mêmes, même s'il est en dehors des usages, en langage courant immoral. La rupture même serait un geste conventionnel, impersonnel, fortuit, débile et inefficace. Pas plus que dans la mort qui est difficile, dans l'amour lui aussi difficile, celui qui va gravement n'aura l'aide d'aucune lumière, d'aucune réponse déjà faite, d'aucun chemin tracé d'avance. Pas plus pour l'un que pour l'autre de ces devoirs que nous portons cachés en nous-mêmes et que nous transmettons à ceux qui nous suivent sans les avoir éclaircis, on ne peut donner de règle générale. Dans la mesure où nous sommes seuls, l'amour et la mort se rapprochent. Les exigences de cette redoutable entreprise qu'est l'amour traversant notre vie ne sont pas à la mesure de cette vie. Et nous ne sommes pas de taille à y répondre dès nos premiers pas. Mais si, à force de constance, nous acceptons de subir l'amour comme un dur apprentissage, au lieu de nous perdre aux jeux faciles et frivoles qui permettent aux hommes de se dérober à la gravité de l'existence, alors peut-être un insensible progrès, un certain allègement pourra venir à ceux qui nous suivront, et longtemps encore après nous, et ce serait beaucoup. À peine en arrivons-nous aujourd'hui à considérer sans préjugés les rapports d'un être avec un autre. Nos tentatives pour vivre de tels rapports manquent d'exemples qui les guideraient, et pourtant le passé enferme des ébauches de vie qui ne demandent qu'à aider nos pas hésitants. La jeune fille et la femme, dans leur développement propre, n'imiteront qu'un temps les manies et les modes masculines, n'exerceront qu'un temps des métiers d'hommes. Une fois finies ces périodes incertaines de transition, on verra que les femmes n'ont donné dans ces mascarades souvent ridicules que pour extirper de leur nature les influences déformantes de l'autre sexe. La femme qu'habite une vie plus spontanée, plus féconde, plus confiante et sans doute plus mûre, plus près de l'humain que l'homme. Le mâle prétentieux et impatient, qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas aux profondeurs de la vie comme la femme, par le fruit de ses entrailles. Cette humanité qu'a mûri la femme dans la douleur et dans l'humiliation verra le jour quand la femme aura fait tomber les chaînes de sa condition sociale, et les hommes qui ne sentent pas venir ce jour seront surpris et vaincus. Un jour, des signes certains l'attestent déjà dans les pays nordiques, la jeune fille sera, la femme sera. Et ces mots, jeune fille, femme, ne signifient plus seulement le contraire du mal, mais quelque chose de propre, valant en soi-même. Non point un simple complément, mais une forme complète de la vie. La femme dans sa véritable humanité. Un tel progrès transformera la vie amoureuse aujourd'hui si pleine d'erreurs, et cela malgré l'homme qui d'abord sera devancé. L'amour ne sera plus le commerce d'un homme et d'une femme, mais celui d'une humanité avec une autre. Plus près de l'humain, il sera infiniment délicat et plein d'égards, bon et clair dans toutes les choses qu'il noue ou dénoue. Il sera cet amour que nous préparons en luttant durement, de solitude, se protégeant, se complétant, se limitant et s'inclinant l'une devant l'autre. Ceci encore. Ne croyez pas que l'amour que vous avez connu adolescent soit perdu. N'a-t-il pas fait germer en vous des aspirations riches et fortes, des projets dont vous vivez encore aujourd'hui? Je crois bien que cet amour ne survit si fort et si puissant dans votre souvenir que parce qu'il a été pour vous la première occasion d'être seul au plus profond de vous-même, le premier effort intérieur que vous avez tenté dans votre vie. Tous mes vœux, cher Monsieur Capus, votre Rainer Maria Rilke. Alors Alexandre, je vais bientôt recevoir ma deuxième invitée pour le questionnaire, Carole Fives, qui a publié ce livre « Tenir jusqu'à l'aube » à l'Arbalète Gallimard. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots avant que je la rejoigne? Le premier livre qu'on avait était un livre qui nous conviait
à la lecture, à la gravité de la lecture, autant celui-là est plus léger, plus heureux. Il nous raconte les désarrois sur un mode ironico-comique d'une jeune mère qui ne sait pas combien de temps elle peut laisser décemment son enfant alors qu'elle vient d'être abandonnée par le père de celle-ci. Et elle se confie à des forums dévolus aux femmes seules et mères d'enfants. Et c'est une sorte de jolie chronique sociale dans laquelle le partage que nous faisons en le lisant n'est plus le grand drame métaphysique, n'est plus cette catharsis de voir quelqu'un se déconstruire, se reconstruire, mais c'est beaucoup plus une complicité, une consolation dans des petits mœurs, des petites souffrances de la vie quotidienne. Et je crois que c'est aussi une force de la lecture que de faire un monde commun, et un monde commun avec humour, un monde commun avec tendresse. Et je crois que c'est une grande qualité de ce livre. J'espère qu'elle pourra en lire des passages. Bon. Eh bien, merci Alexandre. Eh bien, je vous demande d'accueillir Carole Five. Si elle est là. Ah, voilà Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir. Vous pouvez vous asseoir là. Et approcher peut-être le micro. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Là, c'est nombreux. On m'a dit que la salle était pleine. Je vois personne, mais pareil. Attends. Il se passe quoi? Le pupitre? Ah oui. Ah ben ça n'arrive quand même. Merci. Mais je vous en prie. On est calé. Voilà. Alors Carole, on va partager un petit peu de vos livres préférés et de votre histoire avec la lecture. Alors, quelle lectrice êtes-vous? Je suis une lectrice boulimique, c'est-à-dire que si je n'ai pas de livre sur moi, avec moi ou dans mon sac, je me sens toute nue, comme Marilyn avec le numéro 5. Moi, c'est les bouquins. Voilà. Il faut un livre. Je dors avec des livres. Bah là, vous en avez un d'ailleurs. On m'a demandé, mais dans tous les cas, j'en ai souvent. Pour vous, lire, c'est quoi? Un moyen de survivre en milieu hostile, je dirais. C'est vraiment la lecture. Oui, c'est une protection contre le monde extérieur. C'est des amis, les livres, c'est beaucoup de choses. Des accompagnants, oui, ouais. Votre premier contact, premier souvenir avec les livres? Mon premier contact, c'était la bibliothèque pour tous dans mon quartier. À Lille à l'époque, où il y avait beaucoup de livres qui étaient un petit peu défraîchis, un petit peu abîmés, mais il y avait le choix. Et c'était déjà le choix, pouvoir choisir parmi des rayonnages un livre, alors lequel va le plus vous correspondre. Et c'était un énorme stress de ne pas choisir le bon livre, parce qu'on avait le droit à 1 ou 2 livres par semaine. C'était des angoisses de choix. Voilà, c'était le premier contact avec les bouquins. Et pouvoir en garder un chez soi, c'est aussi énorme ça, de pouvoir ramener chez soi. Oui, oui, c'est un souvenir que j'ai aussi. Le premier livre qui vous a marqué? Alors, donc c'était un album jeunesse, même s'il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui à l'époque. C'était Les 4 chiens de Madame Grapinette. Je ne sais pas si ça éveille des souvenirs. Vous allez nous en raconter, oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs disent que pour la jeunesse, par exemple, il faut des narrateurs ou des petits héros, héroïnes qui soient des enfants de 4 ans, si ça s'adresse aux enfants de 4 ans et tout. Et là, l'héroïne du livre, c'était une vieille dame de 80 et quelques, qui avait une vie hyper ritualisée, qui buvait du café très très chaud, qui avait 4 chiens qui la gardaient. Donc c'était tous ces rituels de journée de vieille dame. Puis les 4 chiens partaient en vacances, lui envoyaient des cartes postales. C'est un truc qui n'avait rien pour intéresser un enfant de 4 ans, et pourtant c'est un livre culte pour plein de gens. Donc comme quoi, la littérature jeunesse a des multiples ressources. Et vous adoriez ça? Ouais. Le premier auteur que vous avez aimé? Et pourquoi? Alors là, encore, comme beaucoup de gens de ma génération, Georges Chollet, pour Fantomette, voilà, pour son humour, et puis aussi pour la petite justicière féminine, ce qui n'était pas si répandu à l'époque. Il y avait Alice après, voilà, c'était des générations, mais c'est vrai que c'était assez novateur et surtout très drôle. Oui, l'humour, c'est important, on le retrouve d'ailleurs dans votre écriture, c'est vraiment quelque chose qui vous... Oui, Fantomette, c'était hyper drôle. Hein. Il y avait les boulottes, ficelles, et boulettes, et tous ces voilà, des noms qui parleront à beaucoup. Qu'est-ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire? Le fait de pouvoir comprendre le monde que je ne comprenais absolument pas.
avoir des repères, accéder directement à la conscience des autres qui m'entourent, mais des choses qui ne se disent pas forcément quand on converse, ou accéder directement, avoir l'impression en tout cas d'accéder directement à l'intériorité des autres. Et certains repères aussi pour comprendre le monde, bien sûr, parce qu'après j'ai fait des études de philo, donc la littérature, la philo, tout ça c'est assez proche. Et voilà, vraiment des repères pour comprendre la vie. Et le monde. Le premier livre qui vous a parlé d'amour. Alors, c'était un livre de ma mère, donc qui avait très... Je ne vais pas dire très mauvais goût, mais je n'ai pas les mêmes goûts qu'elle. C'était... attention, c'était La Chambre des Dames, Jeanne Bourrin. Et c'était donc un livre dans lequel la narratrice tombe amoureuse d'un homme qui elle prenait un amant. Ouais. Bon, tout le monde a son souvenir aussi, parce que c'est vraiment des références assez classiques. Et il jetait son manteau hyper lourd sur le berceau de son bébé qui avait l'avoir avec son mari, parti à la guerre ou je ne sais plus quoi, sur le berceau du bébé au moment de faire l'amour. Donc le bébé mourait étouffé pendant qu'elle faisait enfin l'amour avec son amant. Et après, le mec se faisait bouffer par les loups 5 minutes après dans la forêt. Et c'était une image de l'amour absolument... ça ne donnait pas tellement envie, en fait, d'être amoureux. Ça suffit pour quelques années, ouais. Ça m'a refroidi, voilà. Vous aviez quel âge quand vous avez découvert? Ouais, j'ai eu ça à 12, peut-être 12-13 ans, peut-être 11 ans. Mais oui, l'amour c'est trash. Dans La Chambre des Dames, après. Alors, le livre que vous aimez offrir, peut-être pas La Chambre des Dames, alors. Le livre que j'aime offrir, alors je dirais L'Agrume de Valérie Mregen. C'est un livre qu'on m'a offert et qui a été aussi important pour moi pour entrer en littérature et qui a été une marque d'amitié. Enfin, j'ai découvert la personne qui me l'a offert, après ça m'a permis de mieux la connaître et du coup je l'offre aussi à des gens. C'est comme une marque d'amitié, ce livre qu'on s'offre souvent entre filles. L'Agrume. Le livre que vous avez le plus relu et pourquoi? Là, je sèche parce que j'ai oublié ce que j'avais préparé, mais ça doit être Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Ou alors un Nathalie Sarraute. Oui, c'était ça que j'avais prévu. Roland Barthes, ça sera pour après. Donc, c'était les livres de Nathalie Sarraute dans leur ensemble, en fait, parce que dès que je lis Nathalie Sarraute, d'ailleurs, c'est un extrait d'un livre de Nathalie Sarraute que je vais vous lire après. Dès que je lis Nathalie Sarraute, j'ai l'impression que ça me permet aussi d'écrire. Ça ouvre un niveau de langage qui permet aussi d'écrire. Donc, c'est comme si j'avais envie de lui répondre ou de continuer, de continuer ce qu'elle... Voilà, donc c'est vraiment un auteur essentiel pour moi. Et ça, c'est le livre que vous emmèneriez partout avec vous? Voilà. Merci. Tu ne t'aimes pas, de Nathalie Sarraute. On en lira après un extrait. On en lira après un extrait. La citation d'un livre que vous aimez tout particulièrement? Alors, un livre de Laurent Mauvignier, Loin d'eux, et la citation, c'est, attention, c'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi un secret. Non, c'est très court. Il y a une mémoire de poisson rouge, au moins, c'est très court. Alors, ça, je vais la répéter, ça ne se porte pas comme un bijou, enfin, non, mais ça... C'est pas comme un bijou. C'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi un secret. C'est la première phrase de Loin d'eux, qui est un premier livre de Laurent Mauvignier publié, ouais. Qui est un livre sur un secret de famille, un suicide, enfin dès le début, tout est dit, et c'est un roman choral qui est magnifique. C'est très joli. Le chef-d'œuvre que vous aimeriez relire pour la première fois? Alors, justement, Fragment d'un discours amoureux, c'était là à son tour. Et donc, parce que c'est un livre que j'ai lu justement quand j'étais à la fac, j'avais mes premiers émois. Et c'est un livre qui permet vraiment de se repérer dans les émotions amoureuses, de mettre des mots dans des cafouillis des fois, intérieurs. Et c'est un livre que de relire beaucoup d'adolescents. Je trouve que c'est vraiment une espèce de lexique amoureux. Enfin, ça vous a réparé un petit peu de Jeanne Bourrin. Exactement. Merci. Le personnage romanesque dont vous auriez pu ou dont vous êtes tombée amoureuse. Et pourquoi? Alors là, j'ai pensé à le journal d'Anaïs Nin et son journal, parce qu'elle s'y montre dans une telle complexité. Et en fait, on a vraiment devant soi un personnage qui se montre dans ses contradictions,
total, qui se dénude totalement sous vos yeux, et ça donne envie de l'aimer. Enfin, pour moi, c'est la référence pour le personnage. Ouais, bon, c'est une femme, mais c'est juste la personne qu'elle décrit dans son entièreté, qui est tellement magnifique. Que ça vous a touché. Votre titre de livre préféré? Alors, Disent les imbéciles, de Nathalie Sarraute aussi. Parce que c'est un livre qui reprend... il y a beaucoup de livres que j'aime du coup de Valérie Mrejane aussi, et de Nathalie Sarraute, parce que c'est des auteurs qui se font un peu caisse de résonance du réel, c'est-à-dire qu'ils écrivent pas vraiment de la fiction, mais ils partent souvent de ce qu'ils entendent autour d'eux, donc de phrases qu'ils vont relever, qu'ils vont prélever dans le réel. Et Disent les imbéciles, c'est ça, c'est vraiment des phrases qu'on peut dire qui vont être très choquantes pour les autres, ou qui vont être blessantes, et une petite phrase, ces pics qu'on peut sortir des fois malgré soi, ou qu'on peut entendre et qui vont nous blesser pour très longtemps. Donc elle les analyse, et elle analyse vraiment tout ce elle développe, tout ce que c'est, tous les non-dits qu'il peut y avoir dans ce genre de pics. Voilà. Et c'est d'une force incroyable. Votre endroit préféré pour lire? Mon lit. Oui, voilà. Assise ou alors voilà, assise quand même, avec plein d'oreillers. Sinon, on s'endort. Comment classez-vous votre bibliothèque? Je ne la classe pas du tout, c'est un fouillis total. Alors je dirais plutôt par format peut-être, donc les livres les plus grands, les livres d'art en bas, et puis les poches, enfin voilà, c'est plutôt par format, mais ça peut être aussi très chaotique, en tout cas absolument pas par ordre alphabétique. Non, j'ai du mal avec le rangement, avec le classement, donc les bouquins c'est pareil, hein, je classe rien. Non voilà, il y en a un peu partout en fait. Avec quel auteur auriez-vous aimé entretenir une longue correspondance? Est-ce que ce sera Nathalie Sarraute? Eh bien voilà, exactement. Votre secret pour préserver le temps de la lecture, si vous en avez un, dans nos sociétés connectées? Lire le matin au réveil, avant même d'allumer son téléphone. Donc vraiment, c'est un temps volé au quotidien, c'est-à-dire lire avant toute chose, quoi. Ça, on ne pourra pas vous le piquer dans la journée. Lire au réveil, voilà, un quart d'heure. C'est fait. C'est garanti. Ouais. Je vous ai demandé, comme Adélaïde, si vous aviez le souvenir d'une situation de lecture heureuse. Oui. Même récente, hein? J'avais mis quoi? C'était récent. C'était Idaho. Ah oui. Idaho oui, parce que Idaho de Émilie Ruskovitch. Voilà. Ouais. Heureuse, je sais pas, mais c'est un livre qui est très dur. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai eu envie de recommencer dès que je l'ai terminé. Donc ça, c'est quand même aussi un très bon livre en général. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'histoire. C'est vraiment l'écriture qui est marquante. C'est envoûtant. Non, c'est une écriture magnifique d'une jeune femme de 30 ans. C'est son premier roman. Émilie Ruskovitch, Idaho. C'est sublime. Aux éditions Gallmeister. Gallmeister. Alors, docteur Carole, oui. On va passer aux questions remèdes et prescriptions. Ouais. Le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Alors justement, L'agrume de Valérie Mrejane, parce que c'est totalement désopilant et ça remet bien les choses à leur place. Le livre Antidépresseur. Alors, Féerie générale de Emmanuel Pirer, qui est un livre aussi très très drôle. C'est une sorte de nouvelle qui sont un petit peu... C'est un livre étrangement construit et qui a un humour féroce. Féerie générale. Le livre Réparateur. Le livre Réparateur... J'avais dit quoi? Alors vous aviez pensé à Houellebecq. Ah oui, les poésies de Houellebecq. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du pouvoir consolateur de Houellebecq, et c'est quelque chose qui m'avait aussi marqué avec sa poésie, notamment Rester vivant. Oui. Le livre qui bouleverse. Alors, justement, je partais sur Mauvigné, le livre Ce que j'appelle Oubli, qui est un livre où il parle dans la ville où j'habite maintenant, Lyon, d'un SDF qui se fait tabasser pour avoir bu une bière au goulot dans le supermarché. C'est un livre qui a été beaucoup adapté au théâtre, et c'est juste une phrase, en fait, ce livre, où le narrateur s'adresse aux frères de ce SDF, et c'est totalement émouvant. C'est d'une beauté incroyable. Époustouflante. Le livre pour comprendre le monde. Alors... S'il y en a un. C'était Roland Barthes, c'était celui-là? Non? Ça dépend. Les antisèches. Pour comprendre le monde, je ne sais plus ce que j'avais...
À l'instant T, vous aviez pensé à Pérec. Oui, Les choses de Pérec. Parce que c'est un livre effectivement qui permet de... Enfin, en tout cas, la société de consommation, la conscience de classe, tout ça, ça passe aussi à travers les romans, pas qu'à travers les essais de Bourdieu ou de sociologie. Et c'est vrai que Pérec, pour ça, je trouve que c'est très fort. Alors, est-ce que vous allez vous souvenir du livre Pour amuser la libido? Oui, je l'avoue. C'est bien. Alors, ça m'avait marqué, c'était cette époque, il y avait beaucoup de livres féminins qui parlaient du plaisir, et c'était la grosse découverte, on n'en avait jamais parlé avant. Les premiers romans érotiques féminins, donc c'était Aïna Reiss, Le Boucher, c'était un peu culte, voilà. Donc, des scènes bestiales dans une chambre froide. C'était très, très novateur à l'époque, maintenant on voit ça partout. Mais... Alors, votre bijou méconnu à partager avec nous, un livre. Oui, un livre qui est vraiment que Gallimard devrait rééditer, c'est Paris plage de Brigitte Favresse. Vous connaissez? Oui. C'est marrant parce que c'est un livre très peu connu. Et Marguerite Duras disait dans les années 60 qu'elle aurait dû avoir le Goncourt, donc elle l'a pas eu avec ce livre-là. Et après, elle est vraiment tombée dans l'oubli. Une femme qui était kiné à Montpellier, qui a écrit cette espèce de bijou, vraiment Paris plage, qui se passe sur la côte d'Opale, dans le Nord, et c'est la vie d'une famille nombreuse, enfin d'une fratrie de 10 enfants qui vont chaque été sur la même plage, dans la même maison de vacances. Et ça parle du fait d'être enfant dans une famille nombreuse, dans une masse informe comme ça, essayer d'émerger dans une fratrie comme ça, c'est magnifique. Donc un appel aux éditions Gallimard. Oui, pour le rééditer, j'en aurais parlé, mais bon, je n'ai pas été entendue. Il faut recommencer. Alors Carole, je crois que c'est Nathalie Sarraute, du coup, que vous avez choisi pour partager avec nous une lecture. Oui. Avant qu'on se laisse pour la pause, vous pourrez boire un verre, regarder l'exposition. Lecture Mon Amour, et qu'on se retrouve juste après avec Thibaut et Alexandre. Je vous laisse lire. Donc un extrait de Tu ne t'aimes pas de Nathalie Sarraute. Quelque chose apparaît. Oui, qu'est-ce que c'est? Pour le moment, ce n'est qu'une main. L'homme à qui elle appartient, on ne la voit pas. Il reste dans l'ombre. Sa main seule est là, en pleine lumière devant nous. Une main, une longue main un peu noueuse, aux ongles coupés ras. Et maintenant aussi dans ce visage à peine visible, pas même des yeux, juste le regard. Il regarde intensément sa main posée sur la table. Et dans ce regard, tant d'amour. C'est ainsi chez ceux qui s'aiment. Leur amour va d'abord à tout ce qu'ils peuvent apercevoir d'eux-mêmes. Leurs mains, leurs pieds, leurs avant-bras. Et puis dans la glace, leurs reflets. Et nous, n'y a-t-il pas eu des moments quand nous aussi, de brefs moments, plutôt d'étonnement? Est-ce moi vraiment? Mais venait très vite un autre et encore un autre reflet. Et puis nos regards occupés ailleurs ne s'arrêtaient guère pour contempler. De son regard à lui, comme du regard des amoureux, tout ce qu'il y a en lui d'admiration, de tendresse se déverse sur sa main. Il en écarte les doigts pour mieux contempler chacun d'entre eux. Il les remue pour les voir s'animer. Un vrai miracle, cette main. Un de ces prodiges de la création. Oui, mais notre main à nous aussi, quand on y pense. Mais justement, nous n'y pensons pas. Jamais nous n'aurions l'idée de l'étaler comme la sienne sur la table. Pourquoi le ferions-nous? Nos mains sont des objets utilitaires, des ustensiles limités à leur fonction. Elles n'ont rien à faire ici. Mais vous ne vous aimez pas. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais comment ça? Comment est-ce possible? Vous ne vous aimez pas? Qui n'aime pas qui? Toi, bien sûr. C'est un vous de politesse, un vous qui ne s'adressait qu'à toi. À moi seule, pas à vous tous qui êtes moi, et nous sommes un si grand nombre, une personnalité complexe, comme toutes les autres. Alors qui doit aimer qui dans tout ça? Mais ils te l'ont dit. Tu ne t'aimes pas, toi. Toi qui t'es montré à eux, toi qui t'es proposé. Tu as voulu être de service, tu t'es avancé vers eux. Comme si tu n'étais pas seulement une de nos incarnations possibles, une de nos virtualités. Tu t'es séparé de nous, tu t'es mis en avant comme notre unique représentant. Tu as dit « je ». Chacun de nous le fait à chaque instant, comment faire autrement? Chaque fois que l'un de nous se montre au dehors, il se désigne par « je », par « moi », comme s'il était seul, comme si vous n'existiez pas. Tu te souviens comme il s'est approché par derrière. Il a posé la main sur ton épaule, sur notre épaule, et il a prononcé d'un ton apitoyé et un peu attristé. Vous savez ce que vous avez? Vous ne vous aimez pas. Comme si ne pas s'aimer soi était une tare, une maladie. Chacun d'eux est sain, normal, chacun d'eux s'aime, et nous, on ne s'aime pas. Oui, mais comme s'aimer doit être délicieux.
Y a-t-il un amour plus sûr, plus fidèle, réconfortant que celui-là? Auprès de cet amour, même le fameux amour des mères. Et puis, il a cet avantage que ne possède aucun amour. Il ne disparaîtra qu'avec nous. Nous sommes sûrs de ne pas lui survivre. Ceux qui s'aiment ont cette grande chance. Mais ce n'est pas une chance. C'est ce qu'il nous dirait. C'est un état naturel. Ils s'aiment sans même y penser. Ils s'aiment comme on respire. Sinon, comment peut-on vivre? Oui, en effet, comment? Eh bien, comme nous vivons. Pas si mal, après tout. Nous nous débrouillons. Mais ceux qui s'aiment vivent mieux. C'est certain. Et ils sont le plus grand nombre. Tu étais l'exception. Elle a attiré l'attention. Il y en a pourtant, quand on y pense, chez qui c'est évident. Ils s'aiment véritablement, ce qui s'appelle s'aimer, mais comment font-ils donc? C'est très simple. Ils sentent que tous les éléments dont ils sont composés sont indissolublement soudés, tous sans distinction, les charmants et les laids, les méchants et les bons. Et cet ensemble compact qu'ils appellent je ou moi possède ces facultés de se dédoubler, de se regarder du dehors et de ce qu'ils voient. Ce je, ils l'aiment. Exactement comme cela nous arrive quand nous regardons les autres, ceux qui ne sont pas nous, et que nous les aimons. Eux, ils s'aiment eux-mêmes. C'est vraiment le plus enviable des dons, que les bonnes fées leur ont offert à la naissance. Et nous, non, elles ne nous l'ont pas donné. Rien d'étonnant que défavorisés comme nous le sommes, mal doués, oui, pour être mal doués. Mais ne croyez-vous pas qu'ils ont été surtout aidés, qu'on a posé sur eux depuis leur enfance des regards d'amour, d'admiration? Ils se voyaient reflétés dans les yeux des autres, et cette image? Non, c'est là justement une de nos déficiences. Ces images de nous-mêmes que les autres nous renvoient, nous n'arrivons pas à nous voir en elles. Oui, toi, le démolisseur, tu as toujours envie de les déformer, ces images, de les détruire, de les empêcher de se coller sur nous, d'adhérer partout. Mais le plus souvent, tu n'as même pas besoin d'intervenir. Elles glissent sur nous, elles n'adhèrent pas. Tout ce qui remue en nous les fait bouger. Elles ne peuvent pas se fixer. C'est là toute la question. Comment fait-on pour qu'une image de nous-mêmes colle à nous-mêmes, partout, prenne forme, reste figée assez longtemps? Oui, pour que nous puissions nous contempler. Une belle image. Oh, pas même une belle, une image de nous-mêmes que nous aimerions telle qu'elle est. Merci.